Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Sénat, son bureau définitif, le samedi dernier, la coalition FCC est enfin effective. Deux sujets autour desquels va se dérouler ce numéro de votre magazine Le Point. L'invité, c'est Maître Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'UNDC, un parti dont le président national est Raymond Tshibanda et membre du Front commun pour le Congo. Bienvenue, Monsieur Manjolo. Merci, Monsieur Mouma. Je le disais dans l'introduction de cette émission, le Sénat a son bureau définitif. C'était à l'issue des élections organisées samedi dernier. Quelle lecture vous faites de ces élections? Bon, les choses ont avancé dans le sens de ce qui fixe les règles et la loi. Mais vous permettez, parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas pu me présenter devant un certain nombre de personnes qui me suivent et qui attendaient de moi certaines explications par rapport à la situation politique, l'actualité en général. J'avais toujours été là au front pour présenter la position du FCC, ma propre position sur le plan scientifique, ce que j'entendais par ce qui se passait et comment je mettais les choses en perspective. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes communicant du FCC. Tout à fait. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que j'ai fait ça. Je l'ai fait précédemment dans le cadre de la MP, dans le cadre du FCC aujourd'hui. Et comme secrétaire général de l'ULDC, dans le cadre de l'ULDC aussi, je communique dans ce sens-là. Il faut dire qu'effectivement, je viens de traverser une période assez difficile où j'ai perdu quelques membres de la famille et que je devais assurer un peu tous les suivis de ces activités-là en rapport avec les souffrances qui sont les nôtres. Vous savez qu'en Afrique, il y a la mutualisation et la solidarité pour pouvoir régler ce type de situation. Mais simplement, je profite de l'occasion pour remercier le ministre Raymond Tshibanda pour son soutien moral des pairs et son affection particulière dans ces moments difficiles. J'ai remercié l'honorable Cordo, le professeur Némi Mouilania, qui m'a soutenu personnellement, son appui. J'ai remercié le SP et Chadari, qui m'a soutenu aussi assez sérieusement, qui m'a accompagné. Donc, vous verrez très bien que toutes ces personnalités sont derrière l'autorité morale de l'UFCC, le président Joseph Kabila Kabange, qui est notre autorité morale. Donc c'est à travers eux que j'ai remercié aussi l'autorité, parce que bon, la plupart des structures sont en chef, viennent du grand chef. Voilà, donc je tenais à dire ça. Et partant de là, il y a un autre élément que vous avez oublié, c'est que j'ai été appelé pour enseigner à l'ENA, l'École nationale d'administration, où j'ai trouvé énormément dans cette période ici. Là-bas, c'est l'intégration que vous enseignez là-bas. Tout à fait, j'enseigne l'intégration régionale. À cela, il fallait quand même penser l'intégration nationale, ce qui est un élément majeur avant de passer à l'intégration régionale. J'ai eu une opportunité extraordinaire aux côtés du ministre Tshibanda de faire ça pendant quasiment 10 ans, entre 2008 et 2016. Et j'ai continué à être consulté par un certain nombre d'offices et des structures, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et l'Institut Egmont, en Belgique, qui s'occupe un peu des enseignements à l'ENA, m'a recruté pour pouvoir dispenser ces cours. Et c'est un honneur pour moi. J'ai trouvé énormément de talent. La RDC est pétrie des talents dans la jeunesse, des gens non seulement pleins, mais riches de sens. Et c'était un plaisir de voir qu'effectivement il y a l'espoir dans cette population, qu'on peut projeter utilement notre avenir. Maintenant, pour revenir à la question sur le Sénat, effectivement, ce sont les règles qui sont appliquées. Les règles qui sont appliquées, les règles de jeu, c'est-à-dire par rapport à l'élection. Vous savez qu'avant l'élection, il y a les tractations par rapport à la formulation ou la structure elle-même, comment elle se présente. Nous sommes dans une élection où on a identifié les électeurs, qui sont les grands électeurs. On en connaît les nombres. Dans des civilisations un peu plus abouties, et dans des démocraties un peu plus avancées, même si la démocratie est toujours un peu une idée qui reste pour moi assez précaire, dans la mesure où les suffrages universels tels qu'entendus, il n'y a qu'à lire CIS pour comprendre qu'effectivement ce n'est pas forcément juste ce qu'on nous a appris, parce qu'il aura fallu qu'on puisse faire, comment dirais-je, une sélection différente. Mais simplement, telle qu'elle fonctionne actuellement, on n'aurait pas eu de problème de compétir comme j'ai vu ce qui s'est passé.
normalement, ne peut prétendre à être candidat, normalement, j'entends bien, que c'est lui qui estime qu'il a la majorité. C'est-à-dire la famille politique a la majorité, présente les candidats de son choix, dans la mesure où ils ont cette majorité-là. On n'a pas à se poser de questions si effectivement il pourrait avoir une erreur, les gens changeraient des camps. Je dis, mais non, on ne peut pas changer de camp aussi facilement. On est parti du principe qu'on appartient à une famille politique. On a traversé les processus électoraux en commençant par les élections au niveau de la base, c'est-à-dire l'élection législative provinciale. On est monté aux législatives nationales. Donc, provincial a donné lieu au Sénat. Ce qui fait que, puisque nous avons été, je parle de nous, FCC par exemple, soutenus dès le départ par l'autorité morale financièrement, j'entends bien financièrement, par le fait d'appartenir à une famille politique, à une structure politique, avec les règles. Donc, c'est à bon droit qu'on peut espérer que la discipline qui a présidé à encaisser cet argent pour aller vers les élections doit continuer à produire ses effets. Le moment venu, il faut porter un choix sur quelqu'un. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu que les gens se portaient candidats alors qu'ils n'avaient pas légitimement, moralement, les droits de le faire. Parce que je ne vois pas très bien comment là, ça vous tuez la démocratie. Non? Ce n'est pas ça la démocratie. Ce que vous proposez n'est pas la démocratie, c'est l'anarchie. La démocratie, c'est que les grands nombres ont décidé une chose et il faut respecter ça. C'est ça la démocratie, telle qu'on l'entend. Et si dans le grand nombre, il y a une sorte de dictature, on impose les candidats? La démocratie, c'est la dictature du grand nombre, si vous voulez entendre dans ce sens-là. C'est la dictature du grand nombre. C'est-à-dire, pour aller aux élections, vous avez besoin d'être soutenu financièrement par la structure. Elle fait cette démarche, vous êtes soutenu. Ça ne vous pose aucun problème. Vous ne vous opposez pas. Vous n'y trouvez pas une once de dictature dans ces soutiens, dans cet appui. Une fois élu, vous y trouvez des éléments nocifs à votre vie politique. Ça pose un problème de crédibilité vis-à-vis de vos engagements et vis-à-vis des populations, surtout vis-à-vis des jeunes. Mais pire encore, lorsqu'il s'agit des gens qui ont eu toutes les faveurs, j'ai dit bien toutes les faveurs, parce que je l'ai écrit, le Trésor public a servi énormément de personnes d'élargir leurs épaules et leurs envergures. Les trésors publics. Quand vous occupez successivement des grands ministères qui produisent de l'argent et que vous profitez de cette position-là pour mettre de côté l'argent, et par la suite vous revenez pour aller en politique, vous utilisez cet argent-là qui est tiré de votre position. Il faut amoindrir vos prétentions. Vous ne pouvez pas justifier ça. À la limite, si vous dites, voilà, moi j'irai pas. Moi j'irai pas, je pense avoir suffisamment consommé, avoir suffisamment pris dans la caisse de l'État, à mon profit, donc je n'irai pas. Puisqu'on veut la justice, j'y ai déjà été, j'ai bénéficié largement, je présente d'autres personnes. Ça peut encore, à la limite, se discuter. Mais lorsqu'on a la culture du moi dominant permanent, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc je pense qu'ici, il ne faut pas parler de la dictature d'une personne, il faut parler de la dictature du groupe. C'est-à-dire que c'est ça, effectivement, la démocratie. La dictature du plus grand nombre. Ce n'est pas d'une personne. Le FCC a théoriquement 91 sénateurs. Oui. Mais curieusement, vos candidats, à part le questeur et les rapporteurs, les autres l'ont été élus par une majorité simple, 60, 65. Ça veut dire quoi? C'est quand même la majorité. Il y a une fissure au sein du Front commun. Non, il n'y a pas de fissure. Où il y a trop de frustrés. Non, je ne dirais pas ça. C'est vrai que la nature humaine, la frustration est naturelle, quelque part. Mais simplement, il faut se dire qu'on ne peut pas attendre de tout le monde d'être cette justice particulière, cette vertu dans l'approche des choses. On ne peut pas attendre de tout le monde. On espère avoir les grands nombres. Or, on a eu les grands nombres, 65 en ce qui concerne les présidents ATM. C'est tout à fait intéressant et même nécessaire. C'est au-delà de ce qu'on peut espérer en termes de majorité pour pouvoir accéder au poste. Mais nous avons des questionnements légitimes par rapport à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Quels sont ces questionnements? Il y a une sorte d'indiscipline qu'il faut devoir, qui s'est établie là. Si vous revenez en amont par rapport
au postulat lui-même de la démocratie, tel que je viens d'expliquer ici par rapport au processus entre la base et les sommets. Pour arriver à ce niveau-là, tout ce monde-là qui s'appelle majorité FCC a bénéficié des facilités pour partir du point A vers le point B, donc le Sénat. À ces titres, ils avaient des obligations. Ils ont bénéficié des facilités, donc ils étaient tenus à pouvoir produire. Donc à rendre l'ascenseur. Mais tout à fait, c'est-à-dire que c'est une obligation, on ne peut pas percevoir et s'en rendre. Ce qu'on attend d'eux, c'est ça exactement. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites moi je ne touche pas à cet argent-là, je vais pas tout ça, je vais faire mon business à part, vous faites votre parti politique et tout ça. Mais quand on est lié fondamentalement à l'esprit, à la discipline, à la construction, on met un peu sa fierté personnelle de côté. Mais le problème, c'est que nous avons l'arrogance démesurée chez nous. Tout le monde est un petit caïd dans son petit coin, estime pouvoir... Apparemment, M. Manjolo, vous ne regardez pas la réalité en face. L'AFDCA de Bahati n'avait que 13 députés, 13 sénateurs, voulais-je dire, mais il a eu plus de 40. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis simplement... C'est où? Dans le FCC. Ben oui, mais j'ai dit que c'est une erreur de la part de ceux qui ont fait ça. Ce n'était pas le cas, un mauvais casting, un mauvais choix. En quoi est-ce un mauvais casting? Les profils d'Alexis Tamamamba seraient un mauvais casting vis-à-vis de qui? Qu'on se les dise, vis-à-vis de qui? Jeune entrepreneur dans le privé, pendant très longtemps, on l'appelait en politique, il ne voulait pas venir en politique, il n'avait pas vocation à aller en politique, il gagnait très bien sa vie dans le privé. Contrairement à la plupart des gens qui viennent faire fortune en politique, il a fait fortune dans le privé. On fait appel à lui par rapport à sa technicité. Il a son... J'ai eu une chance extraordinaire de le fréquenter. C'était un aîné, c'était un père. J'ai du respect pour lui. J'entends ici et là des propos désobligeants à son endroit. C'est malheureux parce que nous avons, et ça c'est la culture du faible, le faible a pour vocation de pouvoir s'asseoir sur les ressentiments et la haine sans cesse. Il ne construit pas. C'est la culture du faible. Elle est nocive pour la santé d'une population et d'un pays. J'entends ici là des choses innommables que je ne vais pas répéter ici, ça n'a aucun intérêt. Dans les cas d'activité du RCD, tout ça, il n'était pas le patron du RCD à la base. Il n'a jamais été patron du RCD. Il a été, à la limite, porte-parole d'une situation. Donc, il est coupable de rien par rapport à ça. Et s'il y a culpabilité, bon, il faut aller devant la justice pour pouvoir l'établir. Ce n'est pas au coin de la rue, quelque part, sur un audio quelconque, qu'on peut estimer que, bon, voilà, on établit la culpabilité de quelqu'un. Il part en Europe, il est résident encore en Europe, en Belgique. J'ai eu l'opportunité d'aller, y compris chez lui à la maison. C'est un monsieur d'un respect particulier. Et quand il y a une parole qu'il donne, il la respecte. J'ai travaillé avec lui dans le sens où, chaque fois que le ministre Mochibanda ne pouvait pas se déplacer pour aller en mission dans les cadres des activités d'intégration, ou quand c'est la nécessité qu'on ne puisse pas avoir deux ministres qui y allaient, je l'ai accompagné. C'est un homme d'État. L'envergure le reste. On a besoin qu'à ces stades, à ces niveaux de responsabilité de la haute chambre, on ait une figure qui a une conception, non seulement planétaire, mais une approche et une technicité. Si on met sur le plateau, sur la balance, les deux personnalités, il n'y a pas faute. J'ai du respect aussi pour la culture là-dessus, pour M. Bahati, qui est quelqu'un que j'ai fréquenté aussi. Mais j'estime qu'en termes d'équilibre ou des comparaisons, il n'y a pas comparaison. Sortons au fait de ces concours de poids politique éventuels qui ne veulent rien dire. Parce que globalement, Monsieur les gens... Manjolo, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe au FCC? Comment, la veille, l'autorité morale a reçu plus de 70 députés sénateurs, mais les jours des élections, il y a moins qui... Oui, mais je vais vous répondre la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez formuler votre question de mille et une façons, on reviendra toujours à la même chose. Et cette indiscipline est due à quoi? Oui, c'est ça, au fait, qu'on doit devoir évaluer. Il faut qu'on puisse s'asseoir à un moment donné. Au terme des élections, on a perdu l'élection présidentielle, il ne faut pas oublier. On a perdu l'élection présidentielle, ce qui fait qu'on doit quand même faire une évaluation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et selon Maître Manjolo, c'est dû à quoi? Non, selon moi, je pense qu'il y a des brebis galeuses parmi nous qui ont la vanité de penser que s'ils ne sont pas servis, et par conséquent, ils ne peuvent pas suivre la logique du groupe. Et c'est inacceptable. Nous sommes nombreux à n'avoir jamais été servis. Très nombreux. Les petits nombres qui ont été servis chaque fois, c'est celui-là qui fait le chantage sans cesse. Malheureusement. C'est ce qu'on a constaté. Les gens qui ont toujours été servis, ce sont ceux qui sont prêts à la rébellion.
Vous ne trouvez pas qu'il se révolte contre le dictat, par exemple, du PPRD? Non, il ne faut pas aller là-dedans, ça n'a aucun intérêt. Je ne peux pas dire, moi ici, je parle des individus qui ont... Un ancien secrétaire général du PPRD qui a été battu par un indépendant? Oui, mais je pars du principe qui est celui-ci. Il ne s'agit pas des formations politiques en substance. Il s'agit des individus et de l'appât et de l'appétit exagéré, l'appétit d'ogre. Il s'agit de ça. Parce que ce ne sont pas les partis politiques qui sont bénéficiaires de leur positionnement direct, c'est eux et leurs familles qui sont bénéficiaires. Donc ils ne jouent pas la carte des partis. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'attaquer au PPRD, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Parce que le PPRD s'est formé, s'est structuré avec un plus grand nombre, c'est un peu naturel. C'est-à-dire que si les gens étaient moins arrogants, avec l'esprit du groupe, on aurait pu peut-être avoir 2 ou 3 formations politiques au niveau du FCC seulement. On aurait eu 2 ou 3 mastodontes au niveau du FCC. Donc, il y aurait les équivalences du PPRD directement en ce moment-là. Mais les faits, des petits caïdas, des petits caïds, des gens qui veulent absolument être les capo di tutti i capi, les chefs de tous les chefs, fait qu'il y a comme ça une sorte de morcellement des positionnements. Maintenant, quand vous regardez ce qui s'est passé au Sénat, ce n'est pas en fonction des partis politiques. Sortez un peu de cette évaluation. Il ne s'agit pas des partis politiques, il s'agit des individus. Des individus qui estiment qu'eux ont été frustrés, ils n'ont pas eu suffisamment ce qu'ils devaient avoir. Individuellement, ce n'est pas l'effet du groupe. Regardez simplement, si on peut clôturer là-dessus avec ce dossier-là, si vous permettez, lorsqu'on propose des noms sur des listes, ce sont toujours les mêmes qui se proposent, donc les chefs des partis. Lorsqu'il y a des possibilités qui se dégagent au bénéfice de tous, ce sont toujours les mêmes. Lorsqu'on est parti aux élections, les gens sont alignés, monsieur, madame, enfant, tout ça, à tous les postes. Et ça, des parts et d'autres. C'est ça la vie politique congolaise et c'est pas propre. Quand je dis part et d'autres, c'est-à-dire majorité-opposition. Ces concepts éculés pour moi, que je trouve fade. Je dirais plutôt contestation et volonté de confiscation. Mais ça ne va pas à l'encontre de la loi électorale. Hein. Mais écoutez, la loi, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut à la loi. On peut l'interpréter comme on l'entend. Les travers proposés par la Cour constitutionnelle, c'est quelque chose, c'est honteux. Interpréter l'erreur matérielle comme étant une deuxième phase, une instance d'appel, ça pose un problème. Donc on fait dire à la loi ce qu'on a envie de pouvoir dire. Ici, moi, je vous dis qu'il ne s'agit pas de la loi, qu'il ne s'agit pas des partis politiques, il s'agit des individus et de leur comportement d'ogre. Et la solution, c'est laquelle? Je vous ai dit sur ce plateau, M. Mboma, qu'il était nécessaire à 2 grandes formations politiques dans ce pays. La gestion du monde aujourd'hui ne se passe pas à gauche et à droite. Aujourd'hui, c'est le libéralisme qui fait la loi. Ce ne sont pas les idéologies antiques, antédiluviennes. Il n'y a plus de socialisme, il n'y a plus du communisme et tout ça. La gestion est capitaliste aujourd'hui. Il n'y a pas plus capitaliste que la Chine populaire aujourd'hui. Donc on doit sortir des idéologies éculées. D'où vous voyez ce qui s'est passé en France avec Macron. Et que la droite, la gauche se sont mêlés, on fait En Marche. Il faut sortir de là. Ce qui fait qu'on a besoin de 2 colorations politiques dans cette République, face à face. Et en ce moment-là, on ira face au peuple avec des listes. La liste bleue, la liste rouge, j'en sais trop rien, face à la population, qui choisira une liste ou une autre. Vous avez la majorité dans une circonscription, vous prenez tout. Mais on sait très bien qu'on a affaire au rouge. Les mandats prochains, les résultats sont là. Vous avez été incompétent, on change. C'est clair, c'est net. Mais on est dans une sorte d'imbroglio, un capharnaüm où, au matin, on est dans l'opposition, au soir, on est dans la majorité, et on dit qu'on est... Et puis finalement, on n'applique pas les règles de sa famille politique, et puis on dit qu'on est frustré. Ça ne marchera pas. Nous avons adopté de manière la plus rapide les choses qui ne sont pas à notre portée, à notre compréhension. Le niveau d'instruction qui est le nôtre est tellement bas. La compréhension de la culture d'autrui est très complexe. On ne peut pas l'appliquer, espérer l'appliquer correctement. Nous perdons beaucoup d'énergie au lieu de pouvoir avancer.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se ressourcer dans ce que nous sommes, la sagesse congolaise, qui est fine, qui est relevée, qui est à la base des mathématiques, avec les bâtons du Shango, qui nous a permis de descendre les Nils pour les construire avec les autres, l'Égypte antique. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se ressourcer là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on est coincé sur ce qu'on ne maîtrise pas? On ne maîtrise pas ces opérations électorales au prorata du niveau français. Et les Français même, c'est trop compliqué pour eux, notre mode électoral. C'est trop compliqué pour eux. Vous imaginez? Avec une éducation basique très très faible, où les gens lisent à peine, écrivent à peine, et regardez les panoramas de l'Assemblée nationale. Vous espérez sincèrement que lorsque vous avez autant de ressentiments dans une salle où les commerces de la haine et les points d'ancrage, vous espérez légiférer sur quoi et comment? Ce sont là les questions majeures qu'il faut se poser. On ne se pose pas ces questions-là. On est dans une sorte d'engouement, comme les gnous doivent traverser une rivière et tombent, y compris quand il y a des crocodiles. On doit sortir de là à un moment donné. On doit freiner, se poser les questions. Donc vous estimez que la solution pourrait être trouvée lorsqu'on aura deux grandes formations? Deux grandes formations politiques, on sait qui est qui. Qui est qui avec des règles précises? Qui est qui? Subventionné par la République. On doit sortir des subventions des individus qui, eux, partent d'abord au niveau des institutions de la République pour prendre de l'argent et subventionner, faire passer pour les gens qui ont réussi quelque chose, alors que c'est leur position qui a occasionné cette opportunité-là. Ce n'est pas le fait que les gens, il y a un engouement. La population étant très pauvre, très déshéritée, ce qui fait que c'est lui qui a un grand ministère qui génère des moyens et qui finalement, il a positionné ces gens à travers la République, et il déverse, il saupoudre cette misère sur ces gens-là, il s'accroche à ça. Ce n'est pas parce qu'ils viennent par lui, pour lui, chez lui, parce qu'il y a une idéologie particulière intéressante. Et de toute façon, je vous dis, il n'y a plus d'idéologie. Il y a la gestion libérale de la cité, point. C'est l'investissement, c'est les capitales qui règlent les choses. Les pays, l'État oriente, encadre. Ça s'arrête là. Donc ce qui fait qu'il ne faut pas nous venir avec... Les gens vont dans les partis politiques, pourquoi? Par idiosyncrasie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'appartenance, toujours à la tête quelqu'un qui a fait un parcours, soit dans l'animosité la plus terrible, c'est-à-dire la haine et tout ça, ce qui a été dans l'opposition, et que tous ceux qui ont accompagné cette idolâtrie de la haine suivent les mouvements et reproduisent les mêmes schémas. Mais au cœur de cette haine, il n'y a aucun dispositif de projection par rapport à la gestion elle-même. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, l'idiosyncrasie peut être liée notamment à la tribalité, elle peut être liée par rapport à la haine de quelqu'un qu'on essaie de pouvoir commercer ensemble, elle peut être liée par rapport à la beauté ou au star system de quelqu'un, à l'argent qui saupoudre, mais il n'y a rien, il n'y a aucune idiosyncrasie liée à la production de l'intelligence, à la perspective qu'on propose à la République. Elle n'existait pas. Posez la question à ceux qui vont voter, ont-ils voté un programme, un projet avec une possibilité d'évaluer s'il sera mis en œuvre ou pas? Non. Ils ont voté un homme. Une appartenance dans le cadre de l'idiosyncrasie. Malheureusement. Donc, on doit sortir de là, et la solution, moi je la propose. Malheureusement, ce qui a été fait sur moi et sur mon parti politique est catastrophique. Mais je ne peux rien dire. Ma frustration personnelle ne doit pas handicaper la marche de la République et de notre famille politique. Donc vous acceptez ces dictatures du PPRD au sein du FCC? Il n'y a pas de dictature du PPRD. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est le commerce de la haine qu'on a disséminé à travers la République, de sorte à ce que les gens puissent s'entre-déchirer. Pour quelle fin? Un jour, j'étais sur un plateau avec le prof Kalele, qui reprochait aux Européens d'avoir planté ces mécanismes d'entre-déchirement, qui sont les mécanismes de la fracture d'une famille politique et d'une société. Et je lui ai dit, voilà, vous l'avez écrit, M. Kalele. Maintenant, vous êtes tombé dedans, exactement. Je n'ai pas encore vu sur un plateau les gens dire qu'est-ce qui nous réunit. Ce qui fait le buzz, ce sont les choses qui nous séparent. Pourquoi faire la promotion des choses nocives? Pourquoi faire la promotion des choses toxiques? Quel est l'intérêt d'une population à se nourrir à tout ce qui est toxique et nocif?
Quel est l'intérêt? C'est pour la démolition, la fracture, la fragmentation d'une cité. Est-ce les buts poursuivis? Pourquoi est-ce qu'on fait honneur à ceux qui font le commerce de ça? Et les peu de gens de bon sens, ceux qui sont un peu pleins d'humanité, qui veulent absolument observer une sorte de neutralité par rapport à ça et donner l'écho à une réalité humaine congolaise avec K. Ces gens-là, on ne les écoute pas. Ce pays est devenu le pays de la haine et des passions tristes. Donc vous ne pouvez pas, vous, M. Mboma, à votre niveau, permettez que je puisse vous le dire, mais poser la question sur les frustrations qui seraient issues du comportement du PPRD. Donc, d'office, on oppose les enfants des mêmes pères pour qu'ils se battent entre eux. Pour quelle issue? Je viens de vous dire si il aurait suffi que 50 partis politiques, on en a plus ou moins 300, 50, 40, 100, 200 partis politiques du FCC se mettent ensemble pour faire une formation politique, ils auraient fait le contrepoids du PPRD. Mais l'individualisme, la volonté de puissance rustre des uns et des autres conduit à ce que nous sommes en train de vivre. Alors la formule que je propose, non seulement ici je vous dis que ce n'est pas bien ce qui s'est passé, mais je vous propose une formule en disant nous devons ramener la conception politique à deux familles politiques, simplement un libéralisme conservateur, ça c'est ma façon d'approcher, et chrétien, et un libéralisme social, ou ce qu'on appelle la social-démocratie, avec cette ouverture à un peu plus d'État. Pourquoi pas? Et face à face, maintenant, on va vers la population, mais soutenu et payé par l'État. Alors, on s'en sort. Donc, ici, allons un peu dans le sens des propositions et des solutions. On est toujours dans le sens de l'évaluation et des critiques. Moi, je viens avec le sens de qu'est-ce que je propose, quelle est ma vision pour cette part République. cette proposition, vous avez une autre proposition par rapport à ça? Non, ici je suis en train de voir, en rapport avec ce que mon ami Kamana produit. Kamana a fait un texte merveilleux qui est réimaginer l'éducation. Et là-dedans, j'ai puisé les Congos des commencements et des inventions. Alors, j'ai créé une structure avec d'autres qui s'appelle l'art majeur. L'art majeur consiste en ceci, de pouvoir mettre les outils des philosophies qui sont les miens, qui sont ceux des Kamana, à la disposition de la jeunesse. Et qui débattent entre eux pour voir leur vision du monde, leur vision du Congo et leur projection. Et de là, on va tirer des éléments de langage pour pouvoir construire et comprendre la vérité, la vision de la jeunesse. On ne lui pose pas la question à cette jeunesse qui est majoritaire dans ce pays. On ne lui pose pas la question pour dire qu'est-ce qu'elle pense exactement. Elle est en connexion avec les jeunes du monde entier. Elle voit des révolutions au niveau de l'Algérie, ailleurs, partout. Mais elle stagne. Pourquoi? Pourtant, elle est pleine, elle est riche, elle a des possibilités. Pourquoi elle stagne? Alors, j'ai créé des débats entre les universitaires, deux universités, deux associations de jeunes, qui viennent nous produire. Et puis, on fera un texte chaque année pour dire, voilà la vision des jeunes. Et ce texte-là sera coulé, au fait, au niveau du gouvernement, ou des exécutifs, au fait, au niveau des provinces, de sorte à pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'est une nouveauté. Laissez les gens débattre. Vous savez, il y a eu les grands débats en France. On a trouvé que c'était nécessaire. Moi, je propose les débats sous l'angle majeur, de manière privée, de sorte à ce que les gens nous disent, les jeunes surtout nous disent, qu'est-ce qu'ils pensent. C'est plus ou moins 65% de la population. Qu'est-ce qu'ils pensent Avant eux? que les jeunes nous le disent, nous sommes sur le plateau avec vous, M. Manjolo. Gouvernement, 65 membres. C'est quand même trop, non, pour un pays dont le budget est évalué à 5 milliards de dollars américains. La RDC, c'est un pays suisse, un pays à part, un pays particulier. Nous sommes dans une configuration aussi particulière, pour la première fois depuis très très longtemps. D'ailleurs, depuis l'indépendance. La première coalition date des années 60, qui n'a pas pu marcher. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire d'avoir deux personnes qui sont nationalistes, qui ont une approche un peu différente, qui sont sorties de la servitude volontaire. J'entends ici les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc chef de l'État, et le président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, qui ont compris qu'on doit faire les choses autrement. Ces choses, on les fait comment?
Il faut tenter de pouvoir arrondir les angles par rapport à la situation de la coalition. C'est la première coalition. Ça vient de prendre plus ou moins 6 à 7 mois pour finaliser juste un accord en termes de consultation qui ont duré très longtemps. Ils ont été ceux qui ont clôturé eux-mêmes, parce qu'on a vu les photos, ont circulé quand ils ont décidé qu'effectivement, on arrête là, c'est bon. Alors ils ont bloqué tous les processus en disant, ce que vous avez déjà fait, c'est bon. Voilà, on s'arrête là. On s'est arrêté. Maintenant, c'est une expérimentation qu'on va devoir faire. Il appartiendra au Premier ministre d'être un chef d'orchestre, de voir comment est-ce qu'il peut organiser sa partition ou ses partitions. Et il se pose aussi un problème d'efficacité. Ben oui, mais il faut un grand technocrate. Et le Premier ministre, c'est un technocrate. Je pense qu'il est outillé sous l'autorité du chef de l'État à pouvoir faire un concert, cette équipe-là, avec cet orchestre-là. Mais la question, et là je peux vous rejoindre en disant, encore faut-il qu'à chaque poste, que le profil qui est requis a été adopté. Qu'on ne puisse pas amener des profils fantaisistes, des profils partisans. C'est ça aussi la grande... C'est-à-dire on va retomber dans ce qu'on reprochait au niveau du Sénat à cause de ces aspects. Donc tel individu doit être là, sinon ce n'est pas possible. Donc la RDC appartenait à certains individus. C'est une sorte, au fait, d'une noblesse qui a cette air et qu'absolument il faut qu'il soit là, sinon les pays peuvent marcher. On doit sortir de là. Qu'on tente un peu de faire une équipe de gens qui ont les profils recommandés. Et si on vous demandait alors de proposer un profil pour les prochains membres du gouvernement, c'est ça quoi? Ça dépend de quel poste il s'agit. Prenons les cas des affaires étrangères, par exemple. Ben, les affaires étrangères, déjà, il faut connaître le monde. Le monde, c'est-à-dire à la différence des autres ministères, vous me parlez des ministères que je connais assez bien, puisque j'y étais avec les ministres Raymond Tshibanda. Premier élément, il faut avoir un carnet d'adresse. Et un ministre des Affaires étrangères ne frappe pas aux portes. Il ne frappe pas aux portes. Il ne doit pas être dans une position de demandeur. Il doit être en avance par rapport aux choses. Les choses que les gens voient en journée sont réglées la nuit ou 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois avant. Donc il lui faut un carnet d'adresse d'entrée au niveau des membres du Conseil de sécurité. Ça, c'est la première condition. Avez-vous l'accès au moins des 3 membres du Conseil de sécurité au sommet, pas dans les couloirs, au sommet, oui ou non? Premier élément. Avoir la maîtrise parfaite des institutions de Bretton Woods et des Nations Unies. Parfaite. Parce qu'il y a ici velléité, des provocations, de dire c'est là, des sanctions à gauche, à droite. Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? En connaître les tenants et les aboutissants. Et puis, on doit être en harmonie parfaite avec les chefs de l'État. Parce que ces ministères, c'est l'appendice de l'institution présidentielle. Ce n'est pas un ministre qui appartient au gouvernement, normalement, même si la structuration au sens de notre Constitution est comme ça, mais l'entendement dans la gestion de ces ministères collé au chef de l'État. C'est lui qui fixe la politique des affaires étrangères. Ce n'est pas les ministres, c'est le chef de l'État. Il devient son conseiller direct en lui disant, chef, ici je pense que voilà la meilleure voie. Pour atteindre les buts que vous voulez, voilà les partenaires qu'on a qui peuvent nous aider, c'est plutôt la Chine que les États-Unis, dans ce dossier ici. Là, ce sera plutôt la France que la Chine, ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite, je viens de vous dire ici, par rapport aux institutions des Nations Unies, ici au Conseil de sécurité, dans les 5 permanents, et puis les Nations Unies et toutes les structures qui vont avec. Et maintenant, il faut venir à la région Afrique, où se trouvent nos intérêts. Lorsqu'on a affaire à l'Afrique du Sud, à l'Angola, face à l'Égypte, face au Gabon, on doit privilégier quoi? On va regarder effectivement notre sécurité, elle est faite de notre relation particulière avec l'Afrique du Sud et l'Angola. Et par conséquent, nous allons privilégier l'Afrique du Sud et l'Angola au détriment de tel autre. Ce sont les intérêts.
Voyez-vous, on est dans le profil, c'est-à-dire quelqu'un qui a au moins la maîtrise de 2 langues. Le français et l'anglais est obligatoire. Pas se trouver dans des conditions telles que de parler, toi tu dois te faire interpréter avec tout ce qu'on sait comme l'interprétariat qui est toujours approximative. Pour les sujets sensibles, il faut parler dans la langue de la discussion. Le français n'est pas notre langue, l'anglais non plus. Il s'avère simplement que l'anglais est plus utilisé dans les arcanes des activités de la planète plutôt que le français. Et par conséquent, il faut avoir la maîtrise parfaite de cette langue-là. Et puis, il faut s'entourer aussi d'un protocole d'État. On a vu les gens se promener avec des gens qui n'avaient rien à voir avec le protocole d'État, qui est un département, mais extrêmement pointu, et qui a son code de fonctionnement. Un ministre des Affaires étrangères, c'est la sommité de la noblesse dans les cadres d'activité de l'État moderne. Il y a un comportement, il y a un port à avoir, il y a une diction. Son langage, ce n'est pas un langage brutal. Tout est dans les raffinements, dans les nuances, toutes ces choses-là. Donc, je peux vous faire 1 heure du temps d'explication du profil du ministre des Affaires étrangères parce que j'ai eu le bonheur et l'honneur d'accompagner un grand. Et par conséquent, je pense que ces éléments-là, il faut prendre en considération lorsqu'on doit faire l'évaluation de ces ministères-là, qui est un ministère à part. Et l'ULDC sera à l'aise si on lui donnait quel ministère? Parce que vous êtes membre du FCC? Ah non, l'ULDC n'est pas dans cette approche-là. L'ULDC est composé de soldats qui font partie de la structure qui s'appelle le FCC, avec le chef Joseph Kabila Kabange. Nous sommes pour la discipline. La discipline. Si nous réservons quelque chose, tant mieux. Si on... C'est comme ça. Et en même temps, l'ULDC, contrairement peut-être à d'autres partis politiques, c'est un parti chrétien qui part du principe que c'est à quoi tu as droit, c'est ça qui est réservé pour toi. S'il a décidé que c'est toi, c'est toi. Si c'est pas toi, c'est pas toi. Ne va pas te battre. Donc, on est dans cette conception. Vous êtes sûr, même durant cette législature, si on ne vous donnait rien, vous serez toujours au FCC? Depuis la transition, on n'a rien eu. Depuis 2016, on est en 2019, on n'a rien. Est-ce que vous avez entendu l'ULDC faire une sortie rebelle? Jamais. On a conservé notre position. On a eu à un moment donné la tournée du secrétaire général de la MP, M. Minakou. Il y avait une commission des frustrations. Il est passé aussi à l'ULDC. Donc ça existait et ça existe. Mais tout à fait, je dis, il y avait une commission des frustrations qui avait été lancée par l'autorité morale. Et M. Minakou était celui qui pilotait cette commission-là. Il avait pour vocation aussi, ou pour mission, de faire les tours des partis politiques. Et il avait identifié l'ULDC comme étant les partis qui n'avaient jamais été bien servis. Au terme de ça, il connaissait notre situation, les déboires vécus en 2011, ce qu'on vient de vivre encore ici, puisque même les gens qui ont été proclamés ont été retirés. Vous ne m'avez pas vu à la télévision en parler. Pas un mot là-dessus. Pas un mot. Et ça, en observant rigoureusement les orientations du ministre Mochibanda et sous lui les orientations de Joseph Kabila Kabange. Pas un mot là-dessus. Donc ce qui fait que si on a quelque chose, on rendra grâce à Dieu, on saluera. Donc si je vous comprends bien, même ce comité-là des frustrations, de suivi des frustrations n'a pas abouti, n'a pas donné ses fruits. Hein. Ça s'est passé en 2017, janvier ou février, nous sommes en 2019. Donc ce qui fait que, de notre côté, moi je ne sais pas ailleurs, les gens ont vu certaines choses, puisqu'il y a eu des positionnements à des endroits et tout ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudrait aussi ces comités-là dans les FCC aujourd'hui? Ah non, mais écoutez, je ne demande pas ça, je dis simplement, je rappelle l'histoire, ce qui s'est passé. Vous m'avez posé la question s'il se passe quelque chose de la même nature que ce qui s'est passé dans le passé, quelle serait notre réaction, quelle sera ma réaction? Je vous ai répondu que je suis pour la discipline du groupe. Et en même temps, j'ai enjambé ou j'ai ajouté la conséquence directe des ULDC, Union des libéraux. Et à quoi bon de rester dans un regroupement où vous n'êtes pas servi? La politique, c'est aussi l'art de l'intérêt aussi. On a déjà été servi dans le passé par rapport à l'autorité morale. Il a été ministre, il a d'abord été
d'IRCAB du chef de l'État, qui est un honneur extraordinaire, des ministres full de la coopération internationale et régionale, il a été ministre des Affaires étrangères. D'accord? Ce qui fait qu'on a déjà eu, si on nous a mis de côté pendant un moment, on doit accepter aussi. Donc on ne peut pas être là à dire, il faut nous, sinon rien. Et puis je vous dis ici, j'étais en train de définir l'UNDC, l'Union des démocrates chrétiens. Chrétien a son importance et un poids énorme. Seul ce qui vous est réservé par Dieu, si ça vous arrive, tant mieux. Un mot avant de finir sur l'art majeur, hein, cette structure que vous avez créée. Oui. Les premières activités, c'est pour quand? Et très bientôt. Mais simplement, par rapport à la fin de la phrase que vous m'avez arrachée, je voulais citer une phrase de Pindar dans les Pitiques, 3e Pitique, qui dit « Ô mon âme, n'aspire pas à la vie éternelle, mais épuise les champs des possibilités. » Ce qui fait que ce qui n'est pas prévu pour l'éternité, parce que nous sommes des mortels, il ne faut pas aller se battre pour ça. Essaye de mettre à la disposition de la communauté ce que tu peux apporter. Maintenant, pour revenir, et c'est ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, si, sincèrement, alors que je suis un inconnu, je ne fais rien de spécial, que les gens de mon pays sont appelés à pouvoir consommer. J'ai produit de la littérature et de la philosophie. C'est une denrée qui n'est pas comestible chez nous. Mais pour autant, les étrangers me contactent pour me dire « Oui, mais vous avez à former aussi vos jeunes gens. » C'est ce que vous faites à l'INA. C'est ce que j'essaie de faire à l'ENA, à l'École nationale d'administration. Maintenant, pour l'art majeur, c'est vrai que la première activité va se tenir entre les 11 et les 19. Et ce sera le premier débat entre deux associations, des universitaires, des jeunes universitaires, qui vont s'affronter sur 2 points précis. Dans la physique, il y a 2 correspondances. Les premières correspondances, l'une du père, l'autre du fils, qui répond. Et chaque camp va devoir statuer sur ces correspondances, ce qu'il entend sur la correspondance qui lui est délivrée pour évaluation. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est les débats maintenant sur un point de la philosophie politique appliquée. La question est celle-ci. La jeunesse, qui est la majorité de la population congolaise, sans expérience, peut-elle faire mieux que les anciens qui, dans la plupart des domaines, ont failli? Oui pour l'un, l'autre dit non. Donc, par conséquent, ils vont s'affronter pour dire quel est celui qui va devoir défendre mieux sa position. Mais il faut que ça soit soutenu par des références empiriques pour dire, voilà, à telle occasion, à telle période, tel type de société qui est semblable à la nôtre, a fait ceci, a fait cela et tout ça, et puis avec des références précises des auteurs, toutes ces choses-là. Donc, ça sera un débat, et j'ai vu ces jeunes gens avec ce talent pour ces pays des commencements et des inventions, de la créativité, comme le dit Kamana, ces pays de l'archéologie bantou, comme le dit Moudimbe, je pense qu'il est opportun de permettre à ces jeunes gens de pouvoir s'exprimer. Et cette force silencieuse qui traîne dans nos rues, dans nos universités, qui est dominée par ceux qui savent soi-disant, alors qu'ils ne savent pas grand-chose, je pense qu'il faut lui donner l'ouverture, la possibilité de s'exprimer. Et ça pourrait nous remplir de la vertu. Maître Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'UFDC, communicant UFCC, écrivain, je vous remercie. Merci à vous. À moins que vous ayez un dernier mot. Oh non, merci. Merci infiniment. Merci pour ceux qui m'ont appelé plusieurs fois, me demandant si je pouvais revenir. Je suis là, je serai à vos dispositions, puisque nous sommes dans des cycles d'enseignement et cycles de production de conférences et tout ça. Donc vous aurez de l'information en rapport avec ça. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.